Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast intitulé Réflexion et résonance. Il s'agit du premier épisode de la série d'interviews consacrée aux personnalités du numérique. Ces interviews seront systématiquement découpées en 3 phases. Nous débuterons par une exploration du parcours de l'invité, qu'il soit personnel, académique ou professionnel, afin de mieux comprendre son évolution et d'où il vient. Ensuite, nous aborderons des sujets d'actualité pour recueillir son point de vue éclairé sur des thématiques contemporaines. Et enfin, la discussion se concentrera sur ses travaux de recherche ou accomplissements, mettant en lumière leurs enjeux et leurs impacts, tout en ouvrant la réflexion sur les défis de demain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Valère Ndior, professeur à l'Université de Bretagne occidentale, spécialiste de droit international public et aussi de droit du numérique. Et ensemble, nous allons explorer donc son parcours, échanger sur l'actualité et discuter de ses recherches. Valère, comment ça va? Plutôt bien pour le moment. Pour le moment. On verra comment tout se déroule, mais ça devrait bien se passer, en sachant que tu as déjà, bon, les gens qui te connaissent le savent aussi, mais tu as déjà une grosse expérience quand même dans les interviews. Ce ne sera pas la première, ni la dernière. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Ah, c'est la première expérience en caméra. Comme je l'ai énoncé au début, le principe de ces interviews, ça va être, avant de parler de fond et avant de parler de recherche, ça va vraiment être de comprendre un petit peu d'où vient l'invité, son parcours, parce que même si on fait, en tout cas, tous les deux le même métier, on a des parcours différents. Les personnes qui vont regarder ce podcast, qui vont nous écouter, ont des parcours différents, des parcours de vie différents, bien sûr, des parcours universitaires différents aussi, ne serait-ce que déjà être dans 2 universités différentes change parfois fondamentalement la manière dont on a appris le droit et même change la méthodologie qu'on a appris également. Donc ma première question est très simple. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? D'où viens-tu? Donc parcours éventuellement scolaire, mais surtout parcours de faculté. Quelles sont tes études et comment en es-tu arrivé là concrètement? Ok. Ah, en ce qui concerne le parcours, je vais me borner peut-être à évoquer le lycée parce que c'est le moment où la spécialisation commence un peu à se manifester. Donc moi j'ai fait un lycée donc parisien où j'étais en parcours littéraire. Alors, ça n'existe plus, hein. J'ai fait donc un bac L. Donc voilà, je faisais partie des personnes dont on disait il n'aura pas de boulot lui à la fin de de sa terminale. Mais voilà, donc j'ai fait un bac L parce que j'étais passionné par les matières et puis parce que j'étais mauvais en maths en plus, donc ça aidait bien. C'est un point commun chez tous les juristes. Ah, sauf Non, les pas tous. fiscalistes. Et fiscalistes, effectivement. Et puis voilà, une fois que j'ai obtenu mon bac, je suis allé directement en faculté de droit. J'ai fait classiquement alors ce qu'on appelait à l'époque un DEUG, hein, donc les 2 premières années de fac, et puis entre-temps il y a eu le changement de structure LMD, et donc j'ai fait un DEUG général. Je me suis spécialisé en droit international dès la 3e année, donc j'étais à Paris 1. Et donc voilà, je me suis plutôt porté vers le côté droit public et vers le côté droit international public. Et ensuite, j'ai fait un Master 2 à l'Université de Cergy-Pontoise. C'est d'ailleurs là que j'ai réalisé ma thèse. Donc un Master 2 qui s'appelait à l'époque Droit des relations économiques internationales et qui avait la particularité d'avoir des enseignements à la fois en public et en privé, avec en tout cas une coloration internationale. Master de recherche. C'était un Master 2 recherche, oui. D'accord. Voilà. Avant d'arriver sur le doctorat, pourquoi le droit public et pourquoi le droit international public? Parce qu'on a c'est quand même 2 branches qui peuvent se distinguer assez facilement. Alors, le droit public, je ne saurais pas trop expliquer en fait. Quand je suis arrivé à la fac, j'avais plutôt la conviction que j'allais devenir privatiste. La vie est pleine de surprises. Voilà, parce que comme tout le monde, je m'imaginais devenir avocat, magistrat et autres. Et donc voilà, la question ne s'était pas tellement posée pour moi d'aller en droit public. Je n'avais pas forcément un intérêt marqué pour toutes les disciplines du droit public, mais j'aimais beaucoup le droit constitutionnel par exemple. C'est une matière que j'ai vraiment appréciée et que je trouvais très en lien avec des problématiques contemporaines, des problématiques politiques. Et donc j'aimais beaucoup suivre cet enseignement-là. J'aimais bien le droit européen aussi. Et j'avais eu un très bon contact avec les relations internationales. En première année, en TD, j'avais une super charrette TD qui d'ailleurs maintenant est une collègue. Et en fait, j'ai réalisé en arrivant en 2e, 3e année que j'aimais beaucoup cette dimension internationale, les relations entre États. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça que je le percevais, cette dimension géopolitique, cette idée qu'il n'y a pas de frontière très nette entre le droit et la politique internationale. Et j'aimais bien l'idée d'articuler un peu ça. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants et des enseignantes qui étaient vraiment très chouettes à l'époque.
Et c'était les matières dans lesquelles je m'épanouissais le plus. Et dans lesquelles j'avais les meilleures notes aussi, ce qui aide. Ce qui doit se motiver, effectivement. Ce qui m'a motivé. Et donc, voilà, progressivement, je me suis éloigné de la perspective privatiste. Je me suis aussi éloigné de la perspective interniste, hein, même si je gardais un intérêt pour différentes disciplines. Et voilà, je me suis spécialisé d'abord en droit international public, et puis ensuite pas mal en droit international économique. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. La différence entre les deux, fondamentalement Le droit international public, on peut plutôt le présenter comme une matière généraliste, hein, qui va englober un certain nombre de matières, le droit des traités, le droit de la responsabilité internationale et autres. Le droit international économique, c'est simplement une branche, ou en tout cas une spécialité au sein du droit international public, où on s'intéresse aux rapports de nature économique entre les acteurs publics et les acteurs privés. Donc voilà, la finance internationale, l'action de la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, le droit des investissements. Et voilà, c'est des choses qui m'intéressaient pas mal, et d'ailleurs c'est ce qui a un peu préfiguré ce qui allait devenir ma thèse. D'accord. Et donc justement, Master 2, à quelle université? Cergy-Pontoise, qui s'appelle maintenant, je crois, CY. Oui, faut faire des acronymes de toute façon. Voilà, j'ai oublié le nouveau nom. Et le sujet de mémoire du Master 2 avait un lien avec la thèse ou pas du tout? Oui, c'était sur les mémoires d'Amicus Curiae dans le contentieux économique international. Donc en gros, les amis de la Cour, la possibilité pour des organisations de la société civile de soumettre des avis ou des opinions à des juridictions internationales. Et j'ai beaucoup aimé ce sujet. Voilà, donc c'est un peu comme ça que... Déjà l'ambition de faire une thèse ou pas du tout? Parce que généralement c'est soit on sait déjà qu'on veut faire une thèse et on fait un sujet de Master 2 en pensant au sujet de thèse, et des fois on découvre la passion pour la thèse pendant son mémoire de Master 2. Ouais. Dans quel sens ça s'est fait? J'ai pas été sensibilisé à la thèse pendant mon parcours étudiant. Je voyais bien que les charrés de TD faisaient un doctorat, mais je savais pas exactement ce qu'ils faisaient, pourquoi ils s'infligeaient ça. Oui. je voyais bien qu'ils avaient tous l'air fatigués, mais je savais pas trop pourquoi. Je pensais que c'était des jeunes enseignants, mais j'avais pas compris qu'ils avaient en plus le sacerdoce de faire une thèse. Et donc, non, c'est à la faveur du Master 2 et de la réalisation de ce travail de mémoire que je me suis découvert un intérêt pour la recherche, réfléchir sur un sujet a priori qui n'a pas été exploré. Et donc voilà, c'est vraiment au cours du Master 2 et au cours du travail de mémoire que j'ai fini par me dire, bah tiens, c'est pas mal. Et puis on m'avait aussi un peu encouragé en me disant, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle quasiment jamais de la thèse aux étudiants, licence, master. On découvre souvent l'idée de la thèse en Master 2. En plus, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de Master de recherche. On passe quand même beaucoup sur des formats aujourd'hui professionnalisés en alternance, donc il y aura peut-être un problème éventuellement d'ailleurs de formation des futurs chercheurs, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc la thèse débute en quelle année à peu près? 2007, ouais, 2007. Et comme j'étais en Master 2 à Cergy, je fais ma thèse à Cergy-Pontoise. Voilà. Ça se passe comment alors? Financé, pas financé comment ça passe le travail? L'administratif, la gestion de l'organisation de la thèse, les cours, comment est-ce que ça se passe ce doctorat? Un peu compliqué. Donc pas financé. Parce que je me suis retrouvé classé deuxième et il y avait un financement, et donc celle qui était première méritait plus le financement. Et donc pas financé, donc pendant 3 ans, des activités, petit boulot en parallèle, cours particuliers, animation et autres. Donc quelques TD quand même, en droit international, histoire de me former. Et à partir de la 4e année, donc là j'obtiens un contrat d'alterne pour 2 ans. Et voilà, ça m'a permis d'être un peu plus confortable, d'être un peu plus investi à la fac aussi, parce que c'est vrai que les 3 premières années, j'avais l'impression d'être un peu en dehors du système. Et ça m'a permis de mieux m'imprégner des activités académiques, d'être un peu plus présent sur les conférences, les séminaires, alors qu'avant, ayant un petit boulot qui était assez éloigné, je ne pouvais pas participer à grand-chose. Il y avait une vie de doctorant, une vie de doctorat, parce qu'en fonction des laboratoires, en fonction des universités,
le doctorant va être plus ou moins impliqué dans les travaux du laboratoire où il s'est inscrit. À Cergy, comment ça se passait? Ça se passait bien? C'était beaucoup d'implication des doctorants dans les projets de recherche? Alors moi, les 3 premières années, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le percevoir, ou si c'était le cas d'en profiter, parce que comme je te le disais, j'étais un peu en dehors du système, et donc je travaillais dans mon coin, et d'ailleurs je travaillais pas des masses, parce que j'avais du mal à me motiver pour faire ma recherche quand je finissais mes journées de boulot. J'étais en petite enfance, et donc se mettre dans les livres, c'était un peu compliqué après. En revanche, à partir du moment où je suis devenu ATER, il y a eu beaucoup plus j'ai eu beaucoup plus l'occasion de côtoyer d'autres doctorants, des ATER, des jeunes docteurs qui avaient des contrats. Et c'était plutôt sympa parce qu'on a eu l'occasion même d'organiser des journées de jeunes chercheurs qu'on a publiées. Donc ça faisait un petit groupe de gens. Ouais, c'était clairement beaucoup plus sympa à partir de ce moment-là. Ouais, mais quand on commence la recherche collective avec les collègues doctorants, c'est quand même une phase qui est genre plutôt sympathique. Et donc la thèse se passe, se passe bien, parce que de toute façon, puisqu'à la fin on arrive à la soutenance et on arrive enfin à avoir le Saint Graal, le fameux doctorat, qui n'est pas la fin du parcours, qui est même le début. Cette transition, comment ça s'est passé? Elle était délicate entre l'obtention du doctorat, soutenance de thèse qui s'est bien passée, pas mal passée. Oui, alors la soutenance de thèse s'est bien passée, mais il y avait des faiblesses dans la thèse, donc il me fallait du temps pour faire des corrections. Voilà, en toute transparence, je n'ai pas été qualifié du premier coup. J'ai même en fait été qualifié en appel après 2 tentatives, et après avoir fait des modifications assez substantielles sur la structure de ma thèse. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent, hein. La thèse telle qu'on la soutient, c'est pas exactement la thèse telle qu'on espère l'avoir qualifiée. Et donc voilà, il m'a fallu, je pense, 2 ans, 2 ans et demi avant d'être qualifié. Alors pendant cette période-là, ce qui est vraiment chouette, c'est que j'avais un poste d'assistant de recherche à Paris 1, à l'IREDIES, hein, qui est l'institut qui existe toujours, qui est l'institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne. Et donc voilà, je travaille avec pas mal d'enseignants-chercheurs, donc ça me permettait d'être quand même bien impliqué dans l'activité de recherche, de bénéficier de l'appui, des éclairages. Voilà. En fait, je baignais dans un environnement de recherche, dans une fac qui n'était pas la mienne. C'est pas là que j'ai réalisé ma thèse, mais du coup, ça me permettait d'être à cheval sur deux environnements, on va dire. Et voilà, donc en gros, c'est en 2015-2016 que je soutiens ma thèse en 2013. Donc 2015-2016, j'obtiens la qualification. Et là, c'est chouette parce que j'obtiens la qualification après 2 années un peu compliquées. Et puis finalement, je suis qualifié et tout de suite, j'obtiens un poste de maître de conférence à Toulouse Capitole. Et je suis accueilli dans une super université où je me suis fait super collègues. Beaucoup sont devenus des amis. Et voilà, je passais. Et l'année d'après, directement à l'agrégation? En fait, j'avais déjà tenté l'agrégation au moment où où j'étais en train d'obtenir la qualification. J'étais allé jusqu'au bout du concours, mais je m'étais fait sortir dans la dernière ligne droite, ce qui, comme tout le monde le confirmera, est extrêmement douloureux psychologiquement, moralement. L'ego prend très cher quand on est dans la fameuse salle à Paris 2, et qu'on nous dit ben non, finalement, pas vous. Et donc, mais bon, j'ai pu rebondir tout de suite parce que je suis recruté donc, comme maître de conf à Toulouse, et donc ça a été un moyen vraiment de lancer ma carrière académique. Et c'est la deuxième tentative qui a été la bonne. J'étais maître de conférence à Toulouse depuis 2 ans, et puis là, ça a fonctionné. D'accord, parfait. Alors, avant de partir sur les questions d'actualité, j'ai quand même une dernière question là-dessus. Le métier, c'est un métier d'enseignant-chercheur. On a quand même les 2 aspects. Et quand on fait la thèse, on a les 2 aspects. On a l'aspect enseignement, l'aspect recherche, la recherche avec la thèse et les travaux collectifs sur lesquels on nous autorise à participer. L'enseignement, c'est les cours magistraux. Parmi ces 2 aspects, lesquels des 2 préférais-tu? Est-ce qu'il y avait tu t'es dit, est-ce que je préfère passer mon temps en cours avec les enseignants, ou est-ce que vraiment même si la thèse est une étape un peu difficile des fois sur la recherche, mais on a toujours une préférence, disons-le, entre recherche et enseignement. Ouais. Disons qu'à l'époque, j'arrivais davantage à voir l'impact de mon activité de chargé de TD. Je suis confronté à des étudiants, on essaie de leur apprendre des choses en droit international, en droit constitutionnel, en liberté publique. Et je ne pense pas que ce soit forcément représentatif de l'opinion de tout le monde, mais moi à l'époque, c'est vrai que quand je sortais de travaux dirigés, je me disais, ah bah voilà, ça c'est ma contribution à la société, j'ai fait ma journée. Alors que quand j'étais seul face à ma thèse,
j'étais content quand ma thèse avançait, quand j'en finissais un chapitre, mais à l'époque, j'avais quand même un peu le sentiment de pas trop voir l'issue. Et donc je pense qu'à l'époque, j'étais plus épanoui par l'enseignement que par la recherche. Alors ça a évolué, mais à l'époque, je m'épanouissais vraiment dans la réalisation des travaux dirigés. Et moi j'étais tout jeune, j'ai commencé les travaux dirigés en sortant de Master 2, donc j'enseignais à des licences 3, donc ça veut dire que la différence d'âge n'était pas extraordinaire, mais c'était assez intéressant. Certains de mes anciens étudiants, les tout premiers étudiants que j'ai eu à l'époque, certains sont aujourd'hui des amis, parce qu'on a fini par, nos routes se sont croisées, certains ont fait des thèses, certains sont devenus praticiens, et donc voilà, des amis que j'ai aujourd'hui qui ont été en fait mes étudiants de L3 quand moi-même j'étais en première année de thèse. Et donc voilà, très clairement, à l'époque c'est ce qui me plaisait le plus. Maintenant je dirais que c'est un peu plus oui, 50-50. Est beaucoup plus aussi prononcé, oui. Donc c'est rare d'avoir des amis étudiants maintenant. Oui, voilà. C'est vrai qu'on commence la thèse, le doctorat, on a parfois 2 années de plus que ses étudiants, voire même 1 année de plus en fonction du parcours. Donc c'est sûr que le rapport n'est pas le même. C'est sûr que si on est en première année de thèse et qu'on enseigne en licence 3 ou en master 1, la différence d'âge, elle est très limite. Enfin, surtout si on a sauté des classes. Oui, puis quand on arrive dans la salle de cours, les étudiants regardent à dire est-ce que c'est le professeur? C'est Charles TD ou c'est un étudiant? Il a un costume, il est peut-être important. Je l'ai vu dans une salle de cours en tant qu'étudiant l'année dernière. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait ils nous ont vus dans les couloirs, donc ils comprennent pas. C'est particulier, quoi. Alors après, on reviendra aussi sur le switch passer de thésard à directeur de thèse. Ça, on y reviendra après, parce que c'est réfléchir à son propre expérience de thèse, ça peut être très bénéfique pour diriger ensuite des thèses. Enfin, tu confirmeras ou tu infirmeras. Mais avant ça, alors aussi une question avant, c'est sur le droit du numérique, parce qu'on parle de droit international public depuis tout à l'heure, mais à quel moment il y a eu le passage au droit du numérique? C'était bien après la thèse. À quel moment ça s'est fait concrètement et pourquoi? Ça se fait en 2013-2014, donc au moment où je viens de finir ma thèse, ou en tout cas je suis en train de finir ma thèse, j'ai un peu de temps de latence, et je m'intéresse pas mal à un certain nombre de controverses qui sont liées à l'utilisation des réseaux sociaux, notamment par des fonctionnaires, des agents publics, des magistrats. Et à l'époque, Emmanuel Netter, qui était jeune maître de conférence, il me semble, à Amiens, avait créé un site internet sur lequel il avait créé un dossier invitant les personnes qui souhaitaient à apporter des perspectives sur ce que les réseaux sociaux pouvaient susciter comme problématique. Et moi, je m'étais intéressé un peu à cela et j'avais fait un papier sur les universitaires face aux réseaux sociaux et en gros quels étaient les comportements les plus fréquents que l'on pouvait observer. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, plus par intérêt personnel qu'autre chose. Je me suis intéressé aux réseaux sociaux à l'époque en tant qu'utilisateur moi-même. J'étais déjà sur Twitter depuis, je crois, 2011 ou 2010. Et donc, je voyais passer des choses, ça m'intéressait de me poser des questions dessus. Je ne m'étais pas du tout imaginé que ça pourrait redevenir une spécialité. Mais voilà, c'est surtout à l'époque, j'imagine en plus, où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, donc on se posait moins de questions. On était aux prémices de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Et en plus, j'imagine que le lien entre universitaires et réseaux sociaux en 2013 était clairement très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont complètement implémentés dans la vie universitaire. On fait même de la pub via les réseaux sociaux, les promotions de colloques. Donc, effectivement, pas mal de différences. Alors justement, pour faire la transition sur les sujets d'actualité, ce que j'aimerais bien, c'est juste que tu récapitules à l'heure actuelle sur quoi tu travailles. Et parce que l'idée tes sujets de recherche, le fait que tu sois en droit international public et en droit du numérique, ça aboutit à un résultat qui est que toute l'actualité quotidienne à l'international peut te concerner. Tu as toujours un regard critique sur tout ce qui se passe, que ce soit les élections, on va en reparler, américaines évidemment, les élections dans le monde, les rapports politiques entre les différents pays, les conflits armés évidemment, et de manière générale, en fait, aujourd'hui, le numérique influence à peu près n'importe quel aspect de la vie, donc il y a toujours un point de vue et toujours un avis critique à avoir dessus. Mais juste avant de parler donc, des sujets d'actualité, concrètement, sur quoi est-ce que tu travailles essentiellement en droit du numérique et en droit international public, et le pont entre les deux? Alors, en numérique, je travaille principalement aujourd'hui sur la gouvernance et la régulation des réseaux sociaux
aux échelles nationales et internationales, avec un focus sur des enjeux de liberté d'expression, d'atteinte au processus démocratique, de transparence, de protection de la vie privée. Et puis, il y a un focus non négligeable sur le recours aux réseaux sociaux par les institutions publiques, dans les relations internationales, dans la sphère diplomatique. Donc voilà, ça fait l'objet de mon projet de recherche que je développe, là, notamment dans le cadre d'une chaire de l'Institut universitaire de France depuis 2022. Et donc ça, c'est mon principal domaine d'études et de recherche actuellement. Et d'ailleurs, c'est sur ce thème-là que j'enseigne aussi pas mal, que j'interviens pas mal. Je m'intéresse à d'autres phénomènes numériques, des enjeux de cybersécurité, des enjeux d'intelligence artificielle, ou plus généralement de gouvernance des plateformes ou de gouvernance d'Internet. Mais là, c'est vrai que j'ai tendance à les aborder vraiment au prisme du droit international public, c'est-à-dire que tout en utilisant en fait ma formation d'internationaliste, j'essaie de comprendre quels sont les institutions, les instruments juridiques, les mécanismes qui sont développés depuis quelques années ou qui sont en cours de développement pour réglementer, pour encadrer à l'échelle internationale les innovations technologiques et les outils numériques de manière générale. Donc voilà, c'est un peu le lien qui se fait entre ma formation d'internationaliste et l'intérêt que je porte pour le numérique, parce que moi je n'ai pas été formé au numérique, donc j'ai un peu appris sur le tas au cours de la décennie écoulée. Et donc c'est vrai que assez souvent, quand je m'intéresse à ces phénomènes-là, je vais regarder ce que font les organisations internationales, l'apport des traités internationaux pertinents. Je peux aussi éventuellement m'intéresser à l'impact des outils numériques sur les droits de l'homme, les droits humains, les droits fondamentaux. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le lien se fait. Ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que si je comprends bien, la méthodologie et les outils acquis dans la recherche en droit international public, en fait, tu les utilises pour la recherche en droit du numérique. C'est sous un prisme de droit d'internationaliste, en partie. En partie, parce que le droit, on ne l'a pas précisé, mais pour ceux effectivement qui ne le savent pas, même s'il y a beaucoup de débats, le droit du numérique est une matière hybride, droit public, droit privé, on ne peut pas la rattacher à un des deux. Et droit interne, droit international. Droit interne, exactement. C'est une matière extrêmement large, mais qui peut être abordée sous des angles bien spécifiques. On peut aborder le droit du numérique sous un angle privatiste, interniste, en pensant tout simplement une analyse purement contractuelle, droit français, droit des contrats, contrats électroniques, voilà, par exemple. Et on aurait aussi cette approche, donc, on va dire opposée, dans le sens où ça va être du public, du droit public et du droit international, donc une approche internationaliste publiciste, où on va avoir une réflexion beaucoup plus générale, beaucoup de prise de hauteur bien supérieure sur ces questions-là. Et justement, on va aborder tout de suite, pour peut-être faire une sorte de démonstration un peu de cette méthodologie-là, en partie. Ça n'aurait échappé à personne que assez récemment, on a eu l'élection de Donald Trump. Pour ceux qui ne seraient pas au courant. Qui sera réveillé tout de suite par ce podcast. Il y en a malheureusement. Bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. Alors justement, je vais poser une question très générale parce que c'est un événement qui est extrêmement marquant sur plein d'aspects. Première puissance mondiale, une élection dans une première puissance, c'est évidemment toujours très important. Mais là, en plus, donc on a les aspects tu peux analyser ça d'un point de vue internationaliste, évidemment, avec les changements de coopération entre les différents États, sur certaines thématiques, l'influence sur les conflits armés actuels, mais en fait, on peut aussi, évidemment, l'analyser sous le prisme du droit du numérique, avec notamment le rôle joué par Elon Musk également, qui, pour ceux aussi qui l'ignoraient, du coup, est propriétaire de X. Et donc concrètement, comment est-ce que, d'un point de vue général d'ailleurs, en tant que aussi citoyen si tu le souhaites, mais aussi en tant que chercheur, comment tu appréhendes cette élection-là? Comment est-ce qu'on l'analyse en tant que chercheur? Est-ce qu'on peut très facilement anticiper ce qui peut se passer dans ce genre de situation, ou au contraire c'est quasiment impossible? Et d'un point de vue du droit du numérique, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les problématiques du droit du numérique que tu étudies par rapport à ce genre d'événement politique? Alors, je pense que je pourrais passer 1 heure sur ce sujet-là, mais je vais faire bref et sélectionner peut-être une ou deux problématiques. Il y a évidemment la problématique du contrôle dans
dispose Elon Musk sur X, anciennement Twitter, qui est un espace de débat public, de débat politique, et qui a été plus ou moins mis à disposition des intérêts propres d'Elon Musk, et puis ultérieurement les intérêts de Donald Trump, qui il entretient des liens de connivence, en tout cas de connivence politique. Donc on a bien pu constater à quel point la plateforme X a été l'objet d'une recrudescence de contenus pro-républicains, parfois de contenus véhiculant de la désinformation sur le déroulement des élections présidentielles. Ça avait déjà été le cas par le passé. Mais la différence, c'est que c'était surtout Donald Trump et ses alliés qui véhiculaient la désinformation. Là, pour le coup, même le dirigeant de X, Elon Musk, a contribué par ses différents tweets et publications à soutenir la cause de Donald Trump en véhiculant la désinformation, en altérant, en tout cas ça semble être démontré là, depuis quelques semaines, en altérant les algorithmes de la plateforme pour pousser en avant, pour mettre en avant les contenus pas pro-républicains, mais pro-Donald Trump. Ça pose évidemment la question de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur le déroulement des processus démocratiques. Comment est-ce qu'on encadre les réseaux sociaux dans le cadre d'une élection? Est-ce qu'on peut assurer une certaine forme de pluralisme sur un réseau social qui est contrôlé par un acteur qui se présente lui-même comme soutien de l'un des candidats? Là, ça pose évidemment un problème. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de problématiques qui se posent et qui vont se poser avec d'autant plus d'acuité dans les prochains mois. L'une des problématiques que je pourrais mentionner, c'est peut-être celle de la régulation des plateformes. Depuis quelques années, l'Union européenne mène un certain nombre d'initiatives, a adopté un certain nombre d'instruments, notamment le Digital Services Act, le règlement sur les services numériques, pour responsabiliser les plateformes et pour les obliger à s'acquitter d'un certain nombre d'obligations en matière notamment de modération des contenus illicites. Et il est vrai que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va sans doute constituer une sorte de frein aux démarches de régulation émanant de l'Union européenne et puis émanant plus généralement d'autres pays voulant encadrer, contrôler, superviser les activités de plateformes états-uniennes. Donc voilà, il y a très certainement une dimension géopolitique un peu plus renforcée qui va se manifester. Joe Biden a été, je ne peux pas dire qu'il était pro-plateforme, mais en tout cas il ne donnait pas l'impression de s'opposer frontalement à des démarches de régulation. Donald Trump, son vice-président J.D. Vance ont déjà laissé entendre qu'ils allaient essayer de s'établir comme des boucliers dans les démarches de régulation des plateformes par l'Union européenne. Je pense que la Commission européenne va devoir trouver un moyen finalement de protéger les intérêts des utilisateurs et des sociétés sans se retrouver dans une situation de blocage absolu face aux États-Unis. Et donc ça, d'un point de vue juridique, on voit bien les limites en fait, politiques et géopolitiques qui peuvent vraiment rendre les choses plus compliquées qu'avant. D'accord. Mais alors, juste avant l'arrivée de Donald Trump, est-ce que la situation a vraiment changé du point de vue de la modération je pense de X uniquement? Parce qu'il me semblait que Elon Musk n'avait déjà pas de base d'intention d'opérer de la modération sur sa plateforme. Donc on avait déjà un problème d'application pour les protections des Européens. Sur ce point de vue-là, est-ce que donc l'arrivée de Donald Trump change fondamentalement donc, cet aspect-là, justement? Ça, on le saura en janvier 2025, quand il aura pris ses fonctions. Ce qui est certain, mais tu as raison de le signaler, c'est que on avait déjà observé la recrudescence de contenus haineux, toxiques, illicites, depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022. Twitter puis X avait déjà fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes, notamment menées par la Commission européenne sur les négligences alléguées en matière de modération des contenus. Voilà, des comptes qui avaient été suspendus par la gouvernance précédente de Twitter ont été réhabilités dès lors que Elon Musk a pris le contrôle, notamment celui de Donald Trump. Et donc oui, il est vrai qu'on pouvait déjà observer un certain nombre de problématiques qui avaient vocation à être appréhendées par le droit du numérique avant le début du retour de Donald Trump. Mais il y a quand même une accélération ces dernières semaines
tenu de la manière dont Donald Trump a pu exploiter, bénéficier de la plateforme qui a été littéralement mise à sa disposition. Elon Musk publiait des tweets qui étaient très clairement favorables à son candidat. Et c'est vrai qu'on en voit aujourd'hui les conséquences avec une migration, alors j'ose pas dire massive, mais une migration substantielle d'utilisateurs de X qui ont décidé soit de fermer leur compte sur X, soit simplement de suspendre leurs activités, de partir sur d'autres plateformes comme Blue Sky, parce qu'ils considèrent que désormais, en gros, X est le réseau social d'Elon Musk et qui va très certainement, par ses règles de modération, tenter de favoriser Donald Trump et son administration. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on est sur X aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on est sur une plateforme qui va favoriser une ligne spécifique, une ligne politique. Donc derrière, il faut en avoir conscience et assumer ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les utilisateurs de X, je pense que vous en êtes tous rendu compte, mais c'est vrai que c'est un peu devenu l'entre de l'enfer en termes de contenu. On en parlait tout à l'heure des contenus haineux. Déjà, Twitter a toujours eu cette réputation-là. Mais c'est vrai que depuis depuis l'arrivée d'Elon Musk et la transformation en X, je trouve en tout cas que ça s'est vraiment empiré sur ces contenus-là. Dès que j'ai eu l'application, je vais plus l'allumer d'ici 2 semaines, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur du contenu c'est horrible à regarder, faut être honnête là-dessus. Les discussions, on s'en passerait d'ailleurs, et puis des contenus vidéos, photos, qui sont vraiment borderline, on va dire, et qui sont au mépris potentiellement des politiques justement de modération. Oui, alors borderline ou potentiellement illicite. C'est vrai que y a des choses qui ont fait l'objet de modifications des conditions générales d'utilisation de X au cours des derniers mois. Alors là, on a une préoccupation en matière notamment de parodie. Elon Musk a déjà pris des mesures de sanctions totalement arbitraires à l'égard d'utilisateurs qui le parodiaient à titre humoristique, et en considérant que c'était du contenu non authentique. Donc voilà. Ce qui va de plus en plus poser problème, c'est la question de l'adéquation entre les conditions générales d'utilisation de X et le droit positif, que ce soit aux États-Unis, en France, dans le cas de l'Union européenne, parce que très clairement, tu disais tout à l'heure, il y a peut-être un axe ou un biais politique. Moi, il me semble surtout certain qu'on ne peut plus présenter X comme étant une plateforme neutre. Très peu de plateformes, donc on peut dire qu'elles sont neutres. Historiquement, on a toujours dit que les dirigeants de réseaux sociaux avaient tendance aux États-Unis à être plutôt démocrates, ou en tout cas plutôt amenés à voter démocrate. Donc il y a toujours eu des discussions sur l'alignement politique des dirigeants de réseaux sociaux, mais généralement ils ont toujours pris garde, Zuckerberg, Dorsey et autres, de ne pas trop le faire savoir, et lorsqu'on leur pose la question, de dire moi j'ai mes convictions politiques, mais la plateforme est neutre. Là, très clairement, Elon Musk ne fait pas dans la subtilité. Et donc, quand on touche à la conception même de la plateforme, quand on joue sur ces algorithmes pour renforcer la visibilité de contenu soutenant la cause d'un candidat politique à l'élection présidentielle, il y a des questions politique, morale, mais aussi juridique à se poser. Tout à fait. Alors, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point de vulgarisation, parce que tout le monde n'est pas au fait de ce qu'est la modération du contenu des réseaux. Et là toute la problématique, c'est le fameux conflit entre liberté d'expression et limite de la liberté d'expression. D'ailleurs, avec toute cette ironie de Elon Musk qui peut se poser en défenseur de la liberté d'expression, mais qui n'hésite pas à censurer les contenus qui l'arrangent pas. Donc là-dessus, si vraiment en 30 secondes, si tu pouvais juste rappeler ce qu'est le concept de modération. Pourquoi est-ce qu'on doit modérer une plateforme, et en quoi consistent ces fameuses pratiques de modération? Pourquoi on les impose justement à ces plateformes, à ces réseaux sociaux? En gros, et pour le dire de façon très simple, la modération de contenu, ce sont toutes les mesures qui vont viser à affecter la visibilité, la disponibilité, l'accessibilité d'un contenu sur un réseau social, qu'il s'agisse donc soit de décider de maintenir le contenu. Maintenir le contenu, c'est une action de modération, soit de le supprimer, de le rendre moins visible, de le rétrograder dans un flux d'actualité. Donc voilà, ce sont des mesures qui visent en fait à éventuellement faire le tri entre le contenu qui est acceptable sur la plateforme,
pour des raisons notamment juridiques, et celui dont la présence n'est pas admise ou tolérée sur la base des conditions générales d'utilisation, sur la base du droit national pertinent. Et donc ce sont des mesures de modération, ces mesures de modération sont prises soit par des personnes humaines, soit via des procédés automatisés, algorithmiques, potentiellement via l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et toutes les plateformes numériques, particulièrement les réseaux sociaux, se livrent quotidiennement, au moment où on parle, à des actions de modération. Alors Sarah Roberts, qui est une chercheure américaine à l'UCLA, dirait voilà, la modération a une visée commerciale, dans un premier temps. On modère pour s'assurer que l'environnement de la plateforme reste agréable, reste attractif, qu'il suscite de l'engagement, donc en fait que les utilisateurs se sentent bien sur la plateforme. Mais les actions de modération sont aussi encadrées de plus en plus par des instruments juridiques, notamment le règlement sur les services numériques que je mentionnais tout à l'heure, afin de respecter le droit positif. Oui, on a deux types de modération. On a la modération commerciale ou morale, c'est une forme de puritanisme américain par exemple, sur certaines plateformes aussi, avec l'interdiction de la nudité. Pas qu'américain d'ailleurs. Exactement. Et on pense sur, c'est juste le cliché de la censure américaine ou de la modération à l'américaine où on va sanctionner de la nudité à géométrie variable. Et de l'autre côté, on a la modération juridique qui a pour fondement le droit. Donc, et là, on va avoir peut-être un micmac, peut-être dans les conditions générales d'utilisation entre ces deux aspects-là. Parfois peut-être une frontière un peu floue entre ce qui a été exigé, ce qui va effectivement être souhaité par la plateforme en termes de modération. Voilà. Oui, et puis ça change aussi en fonction du territoire sur lequel elle opère. Les conditions générales d'utilisation, les standards de modération, les règles de droit pertinentes ne sont pas les mêmes selon que la plateforme opère sur le territoire états-unien, sur le territoire d'un pays membre de l'Union européenne, sur le territoire indien. Et donc voilà, ce qui va être accepté dans un pays va potentiellement être supprimé dans les 2 minutes qui suivent dans un autre pays, parce que soit il faut se conformer au droit local du pays, qui va se distinguer évidemment, soit la plateforme aura elle-même modifié ses conditions générales d'utilisation d'un État à un autre pour justement réglementer ce que tu disais, la nudité, la question de la religion, certains propos qui sont mis, les standards de liberté d'expression sont très variables et il serait assez réducteur de penser que notre conception européenne de la liberté d'expression correspond peu ou prou aux standards des autres pays. Il y a de très fortes variations que le droit international ne parvient pas forcément à résoudre ou à homogénéiser. D'accord. La deuxième question, dans la continuité en fait de ce que tu nous expliques, c'est que on a, alors pour tous ceux qui suivent le droit du numérique, vous savez qu'on a quand même une inflation législative en matière de réglementation avec beaucoup de règlements européens qui sont arrivés ces dernières années, donc le DMA, le DSA, l'IA Act récemment, le règlement sur l'intelligence artificielle, on va avoir des règlements dans tous les domaines, concurrence, consommation, intelligence artificielle, cybersécurité, avec plusieurs règlements. Donc on a beaucoup d'inflation législative, évidemment, qui va faire, cette démarche-là va faire l'objet de critiques, et notamment on va pouvoir parler de réglementation, de surréglementation, de réglementation excessive, et évidemment derrière d'un éventuel impact de ces réglementations, un impact négatif sur la croissance des entreprises technologiques. Il y a un rapport récent de Mario Draghi, donc, en octobre 2024, qui en parle. Concrètement, de ton opinion, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui dans l'évolution de la réglementation européenne? On essaie de créer un marché numérique européen, et donc on a besoin de réglementation, on a besoin d'encadrer tous les secteurs du numérique, parce qu'ils sont tous interdépendants, parce que la question des réseaux sociaux, en fait, elle est liée. Je crois que, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais dans la modération, on va utiliser de l'intelligence artificielle, des algorithmes, pour opérer de la modération automatisée. Donc au final, on se rend compte que tous les aspects sont reliés. Où est-ce qu'on en est actuellement, de ton opinion, sur la création de ce fameux marché numérique européen, sur dans quelle direction est-ce qu'on se dirige? Est-ce que vraiment la critique d'une restriction de la croissance des entreprises technologiques en Europe, est-ce qu'elle est vraiment pertinente et sérieuse? Alors, c'est quasiment un sujet de thèse, mais
Sur la construction du marché unique numérique, il faut rappeler que c'est un processus qui est loin d'être tout récent. Les premiers documents, les premières stratégies pour la construction d'un marché unique numérique, puis une stratégie pour un marché unique numérique, c'est 2010, puis 2015. Et donc, en gros, ça fait déjà plus de 10 ans que la construction du marché unique numérique en Europe, est une réalité. Elle se manifeste, comme tu l'as dit, par une pluralité d'instruments, en matière de protection des données, en matière de modération des contenus, en matière de lutte contre les comportements terroristes en ligne. Et donc, cette succession d'instruments juridiques contribue à l'élaboration ou la consolidation, ça dépend de la perspective optimiste ou pas qu'on a, d'un droit européen du numérique. Et il y a de très nombreux instruments qui sont encore en cours de négociation, des instruments sectoriels, généraux, tout ça. Après, il est certain que tous ces instruments sont discutés dans un contexte d'équilibre précaire, en tout cas d'équilibre précaire dans le débat, entre objectifs de protection de l'intégrité de société, protection des utilisateurs, de leurs droits fondamentaux, et d'autre part, maintien de la compétitivité, ou même soutien à la compétitivité d'entreprises européennes, dont on estime qu'elles sont pour l'instant désavantagées par rapport à des grandes entreprises états-uniennes ou chinoises. Donc je reviens sur le débat sur les GAFAM, Gamma, les Batix en Chine et autres. Et donc c'est aussi pour ça que les discussions sont extrêmement animées. En amont de l'adoption des textes, sur l'IA Act, on a bien vu, tout le monde avait son mot à dire, que ce soit des membres de gouvernement, que ce soit des acteurs de l'entreprise du numérique, notamment français. On se souvient de l'ambiguïté qu'a pu susciter la prise de position de Mistral AI, qui disait voilà, si vous nous régulez trop, on ne pourra pas être compétitif, on ne pourra pas être innovant par rapport à des entreprises américaines. Donc la question de la réglementation du numérique, pour moi, elle est toujours au cœur de cette tension entre finalement encadrement, approche par les risques, comme le dirait Arnaud Latil, collègue qui travaille beaucoup sur ces questions-là, sécurité, et puis de l'autre côté, innovation, compétitivité et autres. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, quand on étudie un peu la doctrine nord-américaine en la matière, il y a différents auteurs qui se sont intéressés justement à la construction des deux modèles de réglementation ou des deux modèles de régulation, c'est de dire que dans le cadre des États-Unis, les législateurs ont créé un cadre plutôt favorable aux entreprises du numérique, notamment dans les années 90, pour leur permettre de se déployer, de se développer en tant qu'entreprise, de devenir des entreprises multinationales. En gros, les réseaux sociaux, Facebook, les entreprises comme Amazon et autres n'existeraient pas sous leur forme actuelle si elles avaient été trop encadrées. Et donc ces auteurs disent, regardez, l'Union européenne a beaucoup trop encadré, beaucoup trop légiféré, et ces entreprises n'ont pas pu se développer, n'ont pas pu fleurir. Donc voilà. Ça, je laisse libre à chacun de déterminer sa priorité entre l'enjeu d'innovation, de compétitivité et puis l'enjeu de protection des droits fondamentaux. Ce qui est certain, c'est que la vérité se trouve peut-être entre les deux. Je ne sais pas si l'Union européenne légifère trop. J'ai l'impression que pour l'instant, on essaie d'encadrer des grands processus, d'identifier les différentes formes de risques. Je pense qu'au niveau français, il y a peut-être des problématiques liées à toutes les formes de régulation, de législation sur l'accès des enfants aux écrans, la régulation de l'espace numérique, l'audit en matière de cybersécurité. On a du mal à s'y retrouver. Ce qui est certain, c'est que les entreprises ont du mal à s'y retrouver. Je pense que beaucoup d'individus ne connaissent pas la pleine étendue de leurs droits. Et il y a peut-être un effort à minima de rationalisation à faire pour éviter des successions de textes qui se contredisent, qui se répètent, la pédagogie en fait aussi, avoir un accès facilité pour les non-juristes, parce que quand on est chercheur ou quand on est praticien du droit, on sait où chercher l'information, et pour autant des fois c'est pas facile d'y avoir accès. Donc là, pour qu'on ait un non-praticien du droit, une entreprise qui a besoin d'être en conformité, derrière, si elle est dans le labyrinthe réglementaire européen, effectivement, ça peut compliquer les choses, qu'on a cet aspect-là. Mais derrière, quand on fait de la réglementation en Europe, en fait, on a aussi... on voit toujours cet aspect restriction. Mais c'est pas que ça.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la réglementation pour interdire, on fait de la réglementation au contraire, des fois même pour favoriser. Pour accompagner, pour en tout accompagner, cas. Ouais. Et des fois même pour, au contraire, même pour faire un peu de protectionnisme aussi, parce qu'on a la question de la souveraineté numérique. Est-ce que le problème de la réglementation spécifique en numérique, est-ce que c'est pas le problème justement du côté mondial du numérique au final? Est-ce qu'il y a une barrière fondamentale sur cette discipline-là, ou est-ce qu'au final c'est une fausse problématique? Alors, je pense qu'effectivement, il y a des enjeux. Alors, moi, j'aime pas l'expression souveraineté numérique parce que je fais du droit international et dans mon cas, la souveraineté, c'est celle d'un État. Je considère que l'Union européenne ne peut pas avoir de souveraineté numérique, elle peut avoir des impératifs d'indépendance ou d'autonomie stratégique, mais voilà, j'essaie d'éviter. Ou alors je mets toujours avec des guillemets, je finirai par lâcher l'affaire. Seul contre tous. Mais oui, la nationalité ou la provenance des entreprises qui dominent les différents secteurs qui nous intéressent, elle joue un rôle, ou en tout cas elle a un impact dans les démarches de réglementation à l'échelle française, à l'échelle européenne, même aux États-Unis, même en Chine. Si on veut sortir un peu de l'eurocentrisme pour répondre à cette question, lorsque les législateurs états-uniens, en avril 2024, adoptent un projet de loi bipartisan destiné à interdire potentiellement TikTok, l'utilisation de TikTok sur le territoire, sauf à ce que TikTok soit vendu à une entité non chinoise. On comprend bien qu'on n'est pas uniquement sur un enjeu de protection des intérêts ou des droits des utilisateurs, on est aussi sur un enjeu stratégique de protection contre un État dont l'économie est présentée comme hostile, qui pourrait... Et donc voilà, il faut toujours chercher à comprendre ce qu'il y a derrière une réglementation. En matière de protection des données personnelles, il y a une volonté de favoriser la libre circulation des données à caractère personnel dans un cadre économique. Donc on veut aussi accompagner les entreprises en leur expliquant dans quel cas elles peuvent ou elles ne peuvent pas traiter des données à caractère personnel. Donc il ne s'agit pas d'interdire, et il s'agit simplement de leur dire voici le cadre dans lequel vous avez le droit de mener ces activités, on vous offre de la prévisibilité, on pourrait voir la même chose du point de vue de l'IA. Donc je suis assez d'accord avec toi, c'est assez réducteur, il est assez réducteur de considérer les réglementations en matière de numérique comme des réglementations qui visent forcément à interdire. Certains processus sont perçus comme dangereux et donc sont interdits, mais le règlement sur l'IA ne vise pas à interdire l'IA, il vise à établir des catégories de risques et voilà, on va identifier les outils, les services, les modèles et on va déterminer dans quel cadre ils peuvent être utilisés. C'est ça qui est assez marrant d'ailleurs, c'est le décalage entre la perception peut-être majoritaire ou du citoyen des règlements et leur réel contenu. Et l'exemple du RGPD, je le trouve effectivement très très bon, c'est que le RGPD est très loin d'aller interdire l'utilisation des données. Au contraire, c'est même dans son intitulé, mais il favorise la circulation de la donnée. Il autorise plein de moyens, il donne plein de moyens justement aux entreprises de réutiliser la donnée personnelle. Donc pas du tout d'interdiction. Et l'IA Act, au final, il y a très peu d'IA interdites. La plupart des IA vont être complètement autorisées et beaucoup surtout de contraintes à la limite administrative, c'est encore autre chose. J'aimerais partir sur... profiter de cette transition-là, parce que concrètement, toutes ces données que tu nous fournis, toutes ces réflexions auxquelles tu aboutis, concrètement, comment tu les obtiens? C'est-à-dire que la recherche concrète en France, en tout cas ici on va parler évidemment de la recherche en droit, concrètement comment elle s'organise, comment elle s'effectue? Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes formats? Est-ce qu'on va avoir tout simplement de la publication de rapports derrière partagés avec la communauté scientifique et puis on partage nos connaissances? Est-ce qu'il y a de la recherche de terrain? Et derrière, j'en profite pour te poser la question, derrière, les dernières productions concrètement, quelles sont-elles que tu as menées sur ces thématiques? Alors, sur les méthodes de recherche, bon, évidemment, on va se limiter à la question du droit du numérique, parce que le numérique est appréhendé par pas mal de disciplines, sciences de la communication, sociologie et autres. Je pense que toutes les méthodes de recherche et de diffusion de la recherche sont complémentaires. Qu'il s'agisse d'écrire un article de doctrine, qu'il s'agisse d'écrire un bouquin, qu'il s'agisse de faire des entretiens, des tableaux, ou même de la vulgarisation. Voilà, donc ça, toutes ces méthodes sont complémentaires.
dans mon cas, depuis quelques années, c'est un peu dû au fait de rencontrer des chercheurs de différents horizons, de différentes disciplines, qui nous inspirent et qui sont très inspirants, et voilà, qui montrent différentes manières, des manières un peu innovantes de faire de la recherche. Bah, outre les articles, dans des ouvrages ou dans des revues, c'est vrai qu'à l'Université de Brest, dans le cadre du programme de recherche gouvernance et régulation des réseaux sociaux, on a décidé, avec mes collègues, doctorants et autres, de mener de la recherche selon différents formats. Il s'agit évidemment d'organiser des tables rondes à 2-3 personnes, permettant de confronter les points de vue de praticiens, universitaires, côté entreprise, côté société civile, côté organisation de protection des droits fondamentaux. Donc ça, de l'organiser régulièrement, très souvent sous forme de webinaires. Il s'agit d'organiser aussi des ateliers pour présenter une perspective un peu technique, mais de façon très accessible à différents acteurs, à différentes parties prenantes, notamment au niveau local. Il s'agit de publier aussi des rapports ou des études, ce qu'on appellerait en anglais des policy papers ou des policy briefs, donc ce sont des notes. C'est par exemple ce qu'on a fait il y a à peu près un an et demi sur l'évolution des conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux du point de vue des droits de l'homme, publié un rapport qui est basé sur une veille menée pendant plusieurs mois à partir de différentes bases de données pour voir par exemple quels termes ont été modifiés dans les dispositifs juridiques créés par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un format que je trouve très intéressant parce qu'il permet de toucher un lectorat plus large. On publie ça en ligne, on écrit en des termes qui soient plus abordables, plus accessibles que ce que l'on ferait dans un article scientifique. Et puis l'écriture aussi d'ouvrages, c'est ce qui vient de se passer en l'occurrence avec mon collègue et ami Emmanuel Netter. On vient de publier un ouvrage qu'on a écrit à 4 mains qui s'appelle État et réseaux sociaux, contrôler le discours en ligne. Et donc ça, c'est le fruit de réflexions qui ont été menées au cours des 3 dernières années, à partir de la veille médiatique, veille de la gouvernance des réseaux sociaux, et puis de réflexions qu'on voulait mener sur les rapports qui s'établissent entre les pouvoirs publics de manière générale à l'échelle internationale et les entreprises de réseaux sociaux. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de varier un peu les formats, et j'ai l'impression que de plus en plus les chercheurs que je connais, que je côtoie en droit du numérique, sont de plus en plus amenés à diversifier les modes de diffusion de leurs réflexions. Surtout qu'en droit du numérique, on a un aspect qui va être celui de l'appréhension de la technologie, parce qu'on a besoin d'acquérir un minimum de compétences techniques sur les outils qu'on utilise. En l'occurrence, si on parle des réseaux sociaux, c'est quand même une plateforme, c'est quand même une organisation spécifique. Si on pensait le cas de Meta, on a même des formes de justice privée qui s'organisent effectivement sur les réseaux sociaux. On va avoir des techniques de modération différentes, soit algorithmiques, soit humaines. Donc on a besoin de comprendre techniquement ce qui se passe. D'ailleurs, est-ce que c'est pour mieux comprendre ça et le fonctionnement concret justement de ces plateformes-là que tu as été aussi, que tu es parti aux États-Unis par exemple, pour faire ma recherche? Alors c'est un peu pour ça, c'est pour évoluer dans un contexte, dans une équipe de recherche qui a une spécialité, qui a une expertise sur les enjeux d'encadrement des activités technologiques. C'était pour pouvoir mener plus facilement des entretiens avec des personnes qui se trouvent là-bas et qui parfois ne sont pas très ouvertes à l'idée de faire des entretiens à distance. Tu peux juste rappeler le contexte de ce trajet, de cette recherche aux États-Unis? Quel est le statut, comment ça s'organise? De façon très, très brève, parce que c'est vrai que c'est une histoire un peu longue, je suis parti pendant 3 mois, donc un peu moins d'un semestre, aux États-Unis en tant que chercheur invité. Et donc l'objectif, c'était d'être en immersion complète dans un centre de recherche. J'étais à un petit bureau tous les jours, assister à des séminaires, assister à des rencontres, des ateliers, de pouvoir s'imprégner un peu des raisonnements juridiques nord-américains, notamment en matière de liberté d'expression, parce que notre conception de la liberté d'expression est aux antipodes de celle du premier amendement. Et puis surtout de pouvoir bénéficier de perspectives complémentaires sur la recherche qui était menée par Emmanuel et par moi. Et donc voilà, en fait,
écrivait nos chapitres, on écrivait nos développements, et puis ils étaient confrontés aux personnes sur place en disant mais qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que j'ai bien compris? On me disait bah non, t'as pas compris du tout. Je fais ok d'accord, donc je vais réécrire ce chapitre. Et donc voilà, c'était vraiment, je dirais, utile et indispensable. Parce que d'ailleurs, certaines des personnes qui ont pu être rencontrées là-bas, que ce soit sur le campus de Yale, que ce soit dans différentes institutions, parfois on disait « Ah, mais tu devrais absolument rencontrer telle personne, voilà, je te donne ses coordonnées. » Et donc voilà. Et si j'y étais pas allé, j'aurais sans doute pu coécrire le livre avec Emmanuel, on en serait très content. Mais je pense qu'il y a une grande partie du contenu, les entretiens, des extraits d'entretiens qu'on intègre dans le livre, qui auraient pas été disponible. Et, donc, voilà. Et puis même humainement, c'est une très belle, c'était une belle opportunité. Moi, je suis vraiment ravi parce que je me suis fait des collègues et des amis là-bas aux États-Unis avec lesquels je continue de travailler. Certains sont venus à l'université de Brest pour faire des séjours de recherche. Ils ont fait des interventions en visio. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était surtout pour la réalisation de l'ouvrage. Oui, c'est dans un but bien spécifique. Mais tu as utilisé un mot fort, c'est le mot indispensable, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs titres. Pour que le produit de la recherche, qui en l'occurrence était un ouvrage, soit le plus complet et le plus exact possible, parce qu'on fait quand même de la science à la base, le but c'est quand même de découvrir de la vérité, et aussi d'un point de vue de faire avancer les relations entre chercheurs, parce que là en fait ça a créé une dynamique, si j'ai bien compris, même là donc tu travailles à Brest, ça a créé une dynamique ici aussi, ça a accentué la dynamique en droit du numérique, la recherche en droit du numérique dans la région. Parce que tu peux faire venir des chercheurs que tu as rencontrés sur place et créer des nouveaux partenariats. Oui, et puis les chercheurs qui sont ici, notamment les doctorants, peuvent partir là-bas, c'est plus facile une fois que les contacts ont été établis. Mais oui, c'est sûr que ça a complètement changé la perspective que je pouvais avoir sur certaines problématiques juridiques, ça a aussi modifié un peu la perspective que je pouvais avoir sur certaines techniques de recherche, et donc voilà, c'était extrêmement enrichissant. Ouais. Alors tu m'as fait la transition, c'est parfait. Tu parlais des doctorants. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est est-ce que ces méthodologies de recherche, parce que quand on est en doctorat, on peut théoriquement utiliser tous les formats de recherche, tous les outils, toutes les méthodologies, mais il faut être aussi réaliste et se dire que voilà, écrire une thèse, c'est un temps spécifique, avec des méthodes spécifiques, et qu'on n'a pas non plus la possibilité d'aller passer 6 mois à l'étranger pour faire non plus ce type de recherche-là. Comment tu transmets ta méthodologie à tes doctorants? Parce que tu as combien de doctorants actuellement? 5 doctorants. Comment tu leur transmets cette méthodologie-là? Comment est-ce que tu les accompagnes dans leur recherche? Parce que bon, la direction de thèse, c'est quand même un métier un peu particulier. Comment se déroule cet accompagnement de thèse? Dans quelle mesure ils sont autonomes, complètement autonomes? Est-ce que tu les suis énormément sur certaines phases spécifiques, lecture, rédaction? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place justement pour les aider? Alors, c'est compliqué de... Enfin, je réponds en 2 temps. La méthodologie, elle n'est pas forcément la même pour mes doctorants parce qu'ils ne sont pas tous rattachés au même champ disciplinaire, on va dire, entre celui qui mène un sujet de droit international économique pur, sans dimension numérique, ceux qui ont des sujets de droit international numérique, ceux qui ont des sujets de droit public ou droit administratif du numérique. Donc évidemment, les référentiels ne sont pas les mêmes, la pratique n'est pas la même, les sources ne sont pas les mêmes. Et donc ça rend les choses finalement assez peu... c'est pas monolithique en fait, l'encadrement ne peut pas être le même d'un doctorant à un autre, sachant qu'ils n'ont pas la même discipline, ils n'ont pas la même méthode, ils n'ont pas les mêmes sujets, ils n'ont pas les mêmes sources, ils ne vont pas chercher les mêmes types d'informations et ils n'ont pas les mêmes ambitions professionnelles. Voilà. Donc déjà, voilà, on n'encadre pas de la même façon un doctorant qui nous dit qu'il vise la carrière académique, un doctorant qui nous dit je veux développer une expertise et devenir un professionnel ensuite hors université. Ce qui est peut-être un constant, il me semble, c'est essayer d'instaurer un dialogue permanent en fait. Moi je suis pas un pro de la méthodologie, alors j'essaie d'être attentif à certaines choses, la manière de structurer une idée, les sources, certaines lectures indispensables, mais je crois beaucoup aux vertus de la disputatio. Je trouve que c'est vraiment utile que d'avoir une sorte de dialogue régulier avec les doctorants, donc particulièrement les premières années, donc première, deuxième année,
essayer de se voir très régulièrement, faire des points d'étape, leur demander de toujours être dans une posture d'écriture, de pas... il faut vraiment essayer de démystifier l'écriture. Moi, je sais que l'écriture, ça a été une souffrance pour moi quand je me suis lancé, parce que j'écrivais rien avant. Quand j'ai commencé à écrire sérieusement à partir de la 3e année, ça a été la panique. Et donc, voilà, je pense que c'est surtout ça que j'essaie de mettre en place. Un cadre de rendez-vous, d'échanges réguliers, constants. Ça implique aussi d'être un peu dans les murs, d'être assez souvent dans son bureau. Et puis, il faut que les doctorants soient assez souvent disponibles, enfin, en tout cas dans les murs de l'université. Donc, moi, c'est un peu le seul... le seul point commun que je pourrais établir en termes d'encadrement des doctorants. Et puis, peut-être aussi, il y a un deuxième aspect, c'est d'essayer d'intégrer ou d'associer les doctorants à sa propre recherche, ne serait-ce que par la coécriture d'articles, de papiers, pour qu'ils voient un peu, qu'on écrive ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, comment est-ce qu'on fait pour écrire un papier et autres, afin qu'ils soient un peu plus à l'aise le jour où ils devront écrire seuls pour une revue, pour une chronique de jurisprudence. Et donc j'essaie dans la mesure du possible de faire en sorte qu'ils puissent se former, parce qu'en fait le doctorat c'est une formation, c'est pas simplement, en tout cas c'est ma perspective, il ne s'agit pas simplement de cogiter pendant 3 ans et puis tout d'un coup de pondre sa thèse. Il s'agit aussi de se former, que ce soit pour devenir académique ou que ce soit pour devenir un praticien de l'université. Donc ça implique qu'ils puissent participer de temps en temps à des panels, à des conférences, coécrire un article. Le cœur de la thèse, c'est la thèse, mais il faut aussi apprendre différentes techniques qui vont être valorisées ensuite dans le dossier. Tu le surveilles aussi, du coup, pour pas trop s'éparpiller. Parce qu'il y a je suis en face de la machine à café. Voilà, oui, mon bureau est en face de la machine à café, la porte est ouverte et je compte même le nombre de cafés qu'ils boivent chaque jour. Ils se reconnaîtront s'ils... C'est la modération de doctorants, quoi. C'est la modération de consommation de café par les doctorants. C'est important. Mais c'est vrai qu'on peut vite s'éparpiller parce que on l'a tous ressenti, je pense, en thèse, pour ceux qui en ont fait une, c'est cette idée que ça devient très agréable de faire autre chose que sa thèse, que ce soit aller se prendre un café ou tout simplement écrire un article qui n'est pas lié à la thèse, ou aller participer à un projet de recherche de quelqu'un d'autre, à l'assister. Donc, ou alors, étonnamment, la correction de copie devient beaucoup plus agréable quand on a une thèse à faire. Ça dépend. Au début de thèse, oui. En fin de thèse, on en a vraiment marre. Mais surtout qu'on en a 1000 par semaine. Mais c'est ça, en fait, c'est aussi le savoir. Ce sont des jeunes chercheurs par principe, donc sans retour, sans expérience. Donc sans cette capacité potentiellement de se dire, ouais, là je suis en train de déconner et de dire j'ai perdu 3 mois parce que je me suis éparpillé à faire ci, à faire ça. Alors, il y a les périodes de travaux dirigés, un peu intensives, donc pour ceux qui sont dans la terre actuellement, c'est bientôt fini, enfin en tout cas le premier semestre, mais généralement c'est des phases où on ne touche pas plus trop à sa thèse, parce qu'effectivement quand on a 10 séries de travaux dirigés dans le semestre, c'est compliqué de faire autre chose. Oui. J'ai pensé à une question qui est peut-être liée à ça. Comment est-ce que tu envisages l'intégration des nouveaux outils d'IA dans leur rédaction de thèse? Est-ce que tu es plutôt du style très permissif, allez-y, utilisez tous les outils à votre disposition? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es un peu plus concerné? Est-ce que tu t'es posé des questions sur ça? Au bord du numérique, on est plus ouvert, mais... Oui, alors, on est plus ouvert, mais ça ne veut pas dire non plus que... je ne me suis pas vraiment posé la question. Je n'ai pas l'impression que mes doctorants soient encouragés ou incités à recourir à l'IA pour rédiger leur thèse. Bon, après, ça dépend pour faire quoi, en fait. Oui, est-ce que c'est pour organiser ses fiches? Est-ce que c'est pour classer? Moi, je ne suis pas contre le recours au modèle d'IA de type ChatGPT et autres. Voilà, il y a plein d'enjeux d'externalités négatives qu'il faut vraiment analyser et on manque encore assez de recul là-dessus. Voilà. Pour classer un document, pour trier des sources de façon chronologique, tout ça, il n'y a aucun souci évidemment. Et puis voilà. En revanche, je pense qu'il est indispensable d'écrire sa thèse de façon un peu traditionnelle, parce que comme je disais tout à l'heure, la thèse c'est une formation, c'est une phase de formation. Et donc si au stade de la thèse on saute les étapes essentielles que sont l'apprentissage de la structuration, de la pensée, de l'écriture. Et il y a des choses, à un moment donné, il faut prendre une feuille de papier et puis réfléchir. C'est un jeu de trial and error, comme on dit en anglais. On essaye, le directeur de thèse dit non, c'est pas bon comme ça. Et je trouve qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, se planter, mais en le faisant soi-même et en comprenant
pourquoi on s'est planté pour ensuite s'améliorer, plutôt que de déléguer cette tâche d'écriture d'une section à une IA générative, que le passage soit satisfaisant, que le doctorat de remettre son développement ou sa synthèse, et que je me dise, bon, bah, c'est bien écrit, parfait, continuez comme ça. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe a priori, on va repérer quand même qu'il y a un petit souci. Mais voilà, je trouve que ce serait un peu contre-productif, et il faut toujours avoir à l'esprit qu'on peut se retrouver à écrire, travailler, préparer des interventions sans avoir accès à une IA générative. Si on est devenu complètement dépendant de l'outil, comment on fait le jour où on n'y a pas accès et qu'on doit réaliser la tâche pour laquelle on a été recruté et autres. Donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve que c'est d'autant plus important quand on est en parcours doctoral. Ça, je trouve l'idée de... Ton idée de le parcours doctoral, c'est un parcours de formation, je la trouve hyper intéressante, parce qu'effectivement, on l'envisage parfois peu comme ça. On dit juste, bah voilà, les doctorants, ils écrivent une thèse parce que derrière, ils ont souvent une vocation universitaire, mais on ne voit pas ça comme une phase d'apprentissage. On a du mal, enfin, en tout cas, je pense que peu de personnes le perçoivent réellement comme ça. Mais si on envisage comme ça, et à mon avis, c'est effectivement le cas, bah, et c'est le même problème qu'on a avec les étudiants en général et avec l'IA, c'est que si on n'apprend pas à faire les choses par soi-même d'abord, ben, on n'a pas développé les connexions neuronales spécifiques, et derrière on ne pourra pas faire correctement son travail une fois qu'on est privé de l'outil. Même avec l'outil d'ailleurs, finalement le résultat ne sera pas forcément très satisfaisant. Pour conclure cette interview, j'aimerais bien poser une question peut-être un peu cliché, mais je pense que les étudiants qui peuvent regarder cette vidéo seraient intéressés. Pour un étudiant qui voudrait se spécialiser dans ton domaine, alors je te laisse choisir, hein, droit international public ou droit du numérique pour le coup, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors en étudiant, peu importe son niveau, concrètement, quelle est la démarche active pour pas qu'il perde de temps, s'il souhaite vraiment s'investir dans une des matières, droit international public, si tu veux plutôt team publiciste, ou droit du numérique, team numérique, mais quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner s'il est sûr de vouloir s'orienter sur ces thématiques? Peut-être des lectures à lui conseiller éventuellement. Bah, je vais répondre à ta question en renversant. En fait, tu as dit pour ne pas perdre de temps. Et moi, c'est parce que j'ai perdu du temps, finalement, que je me suis intéressé à ce que je fais aujourd'hui. Voilà, le droit international, ça a été ma formation, mais mon intérêt pour le numérique, c'est... Je vais être quand même dans ça, c'est un peu par procrastination. Oui, j'entends. Moi, il y a des thématiques sur lesquelles j'ai travaillé parce que j'étais en train de perdre du temps, j'étais un peu dans la lune. À une époque, je travaillais sur les mariages forcés parce que j'avais regardé des vidéos qui avaient popé par hasard sur YouTube et que je m'étais dit, c'est une problématique qui n'est pas encadrée juridiquement. Donc, en fait, si tu me permets, là, le conseil que j'aurais tendance à donner aux étudiants, c'est ne soyez pas monomaniaque forcément à l'idée d'aller vite et voilà, de vous spécialiser très rapidement. Au contraire, ouvrez un peu vos chakras, soyez un peu curieux, lisez l'actu, parce que parfois les perspectives de spécialisation, elles viennent de là. Et j'ai envie de dire que si je dois choisir la sphère internationale au numérique, bon, c'est un peu compliqué. Il y a des Master 2 qui ont la double coloration, il en existe désormais. Mais si on devait se focaliser, peut-être. Mais si on devait se focaliser sur le volet numérique, il faut véritablement mener une veille d'actualité parce que c'est un domaine qui est foisonnant, dans lequel il y a des rebondissements de gouvernance et de réglementation quasiment tous les jours. Et donc, voilà, il faut très clairement se tenir informé parce qu'on ne peut pas, le droit du numérique, on peut simplement l'étudier et le comprendre en se limitant à la lecture des manuels. Voilà, les évolutions sont extrêmement rapides. Okay. Voilà, donc j'étais un peu mystifié là sur ta réponse. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la réponse. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que quand on laisse le cerveau vagabonder, qu'on arrête de réfléchir à nos sujets de prédilection, qu'on trouve en fait des thématiques d'autant plus intéressantes ailleurs. En fait, c'est ça. C'est ça. Enfin, en regardant un reportage à la télé, un documentaire ou en lisant le journal, et puis tu te dis tiens, c'est intéressant. Les partisans de droit du numérique ne font pas trop de prosélytisme. Vous voyez, on n'est pas en train d'essayer de convaincre les gens d'en faire. Ben oui, voilà. Tout était calculé. C'est incroyable. Peut-être quand même, la dernière question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même un ouvrage à recommander pour le droit du numérique aux étudiants qui voudraient lire alors ça peut être vraiment un ouvrage spécialisé sur les réseaux sociaux. Tu peux dire ton ouvrage? Non, je ne me permettrai pas. Un ouvrage qui t'a vraiment marqué, qui peut parler des réseaux sociaux par exemple, ou
en anglais, en français, peu C'est importe. super dangereux, là, tu me mets dans une situation oui, délicate. Je ne sais pas quels sont mes collègues qui sont en train de m'écouter. Donc là, tu vois, je suis en train de botter en touche pour voir. Un auteur américain, comme ça, ils sont Ouais, pas gênés. non, mais c'est ça, j'ai en train de me dire, qu'est-ce que je peux citer qui ne vexera personne. Vous avez déjà un bel avis hein, ici. Oui, sachez sur que cette les ouvrages. bibliothèque a été remaniée en préparation de cette interview. Il ne faut pas gâcher la magie du cinéma, quand même. Non, mais alors, honnêtement, j'ai pas de. C'est assez compliqué de recommander un ouvrage en particulier. Moi, il y a un ouvrage quand même en dehors de la sphère du droit qui m'a beaucoup aidé, inspiré et autres, c'est l'ouvrage d'Antonio Casilli, En attendant les robots. Antonio Casilli, qui est professeur plutôt spécialisé en sociologie donc à l'EHESS, si ma mémoire est bonne, et qui explique finalement quels sont les tenants, les aboutissants du travail de modération des contenus, du travail de labelleur en matière d'intelligence artificielle. Je trouve que ça fait partie de ces ouvrages qui, comment dire, renverse un peu la perspective qu'on pourrait avoir en tant que juriste sur certains processus, de se dire il faut que les entreprises du numérique modèrent, mais en fait, qui modère à qui confie-t-on ce travail, selon quelle modalité, dans quel lieu d'un point de vue géographique. Et donc voilà, j'aurais tendance à suggérer cet ouvrage-là, parce que même s'il porte sur cette problématique spécifique, il ouvre de très nombreuses perspectives de réflexion sur ce qu'est vraiment l'outil numérique, ce que sont vraiment les entreprises du numérique, et à partir de là, on peut essaimer sur plein d'autres ouvrages et plein d'autres lectures. Et voilà, et comme ça, j'espère ne vexer aucun de mes collègues juristes qui ont écrit toutes et tous d'excellents, extraordinaires bouquins. Tous vos ouvrages sont excellents. Voilà, même si je ne les ai pas mis dans cette étagère-là pour éviter toute controverse. Exactement. Voilà. Il n'y a pas d'ouvrage préféré. Ouais. Merci beaucoup pour cette recommandation, merci beaucoup pour l'interview de manière générale, c'était vraiment super intéressant. Moi, je pense que c'est important que du public d'étudiants jusqu'au public d'experts, peu importe le domaine, c'est important de comprendre comment la recherche fonctionne, comment est-ce qu'on l'effectue, même si bien sûr ça va différer potentiellement en fonction des disciplines, mais bon, la réalité c'est que globalement les formats se ressemblent. Et on fait de la recherche avec des collègues qui ne sont pas en droit du numérique, on fait de la recherche avec des collègues qui ne sont pas en droit tout court. Donc de toute façon, c'est bien qu'on a des points de ralliement. Si ça peut donner des vocations aussi à certains étudiants, même si on a quand même beaucoup dit que la thèse c'était très difficile et que ça faisait souffrir. Mais je n'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui le dis. Mais c'est très intéressant la thèse. C'est un très, très beau travail à effectuer. Très long, mais un très beau travail. Donc merci beaucoup Valère, merci d'avoir regardé cet épisode et j'espère que vous serez nombreux pour regarder aussi les prochains. Donc à une prochaine fois, à bientôt.